Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Yann Richard. Merci Monsieur Godement pour cette présentation qui permet de passer donc d'une analyse interne à une analyse externe et qui montre les interactions entre ces deux sphères. Alors, avant peut-être de passer la parole à la salle, je suppose qu'il y a donc au moins 1,3 milliard de questions dans la salle. Je voulais simplement peut-être vous demander de venir en détail sur certains points qui me paraissent très importants. Alors, vous avez beaucoup parlé de puissance, à la fin notamment. Alors, c'est vrai que l'Union européenne conspire à être une puissance en puissance, peut-être qu'elle le sera un jour. Hein. Et je voulais revenir sur la question de la puissance chinoise. On est de plus en plus dans le rapport de force. Comme vous le disiez, il y a notamment un rapport de force avec certains pays du voisinage de la Chine. Mais je me demande dans quelle mesure... C'est une question sans malice, hein, je n'ai pas la réponse évidemment. Je me demande dans quelle mesure la Chine n'aurait pas intérêt à apparaître comme une puissance hégémonique dans le sens de la théorie de la stabilité hégémonique. Hein, chez les spécialistes du droit des relations internationales, l'hégémone, c'est celui qui est reconnu comme donc détenteur d'une prépondérance légitime. Ce qui fait qu'une puissance hégémonique est hégémonique, c'est qu'elle est, comme disent certains spécialistes, caparaçonnée de légitimité. Et donc, je me demande dans quelle mesure la Chine sera en mesure donc, de devenir un hégémone dans ce sens-là, dans la mesure où elle suscite quand même beaucoup d'inquiétudes. Ça, c'est un premier point. Donc, va-t-elle trouver les voies de la légitimité dans son action internationale ? Et j'aurais voulu aussi, si c'est possible, que peut-être que vous abordiez cette question de cette politique de voisinage. Parce que là aussi, là, le rapport avec l'Union européenne vient à l'esprit. L'Union européenne a une politique de voisinage qui est grosso modo un échec. La Russie, à sa façon, a une politique de voisinage. D'ailleurs, on peut constater que dans certains cas, il y a une connivence de fait entre la Chine et la Russie, qui ont peut-être toutes les deux une lecture multipolaire de l'espace mondial. Peut-être, oui, voilà. Donc, elles s'entendent parfaitement de ce point de vue. Et j'aimerais savoir comment la Chine, si c'est possible de donner quelques éléments de détail, construit ce fameux dispositif régional en allant de la Corée du Nord à l'Asie centrale et à l'Asie du Sud. Je réponds maintenant, c'est ça, et après on... Oui. D'accord. Merci. Merci des critiques qui sont... Enfin non, des questions, parce que elles sont très gentilles, en fait. Je m'attendais à éventuellement un peu de polémique. Mais la première question est évidemment d'une importance énorme, parce qu'elle revient à dire qu'en gros, avec les pratiques dont j'ai parlé, la Chine se tire dans le pied. Dit plus simplement, c'est-à-dire que à force de pratiquer l'état de fait ou d'avancer comme elle a avancé, sans prendre trop de précautions. Et donc, vous dites à la fois qu'il faudrait mieux qu'elle révèle ses finalités, qu'elle s'affirme pour ce qu'elle veut être, mais qu'en même temps, à l'intérieur de cet objectif, elle donne des garanties, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un certain comportement et un certain type de relation peut passer. En partie, elle le fait. Prenons un exemple, la première organisation internationale qui a ce qui s'appelle, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même un terme dans la diplomatie publique chinoise, un partenariat stratégique avec la Chine, c'est l'ASEAN. Un animal qui est tout sauf stratégique, l'ASEAN. Donc la seule idée qu'il ait un partenariat stratégique choque. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Chine ? Ça veut dire pas de conflit, ça veut dire pas de polémique, ça veut dire pas de point, et c'est à ça qu'on veut tenir l'ASEAN. Il y a, si vous voulez, dans la ritualisation des relations de la Chine avec le monde extérieur, dans son insistance d'ailleurs sur un certain nombre de points qu'on ne doit pas aborder, un système, un esprit de système qui permet de définir qui sont les amis, ou éventuellement les clients, et qui sont ceux qui s'opposent, qu'on doit traiter moins bien. Là aussi, je renvoie à Yan Xuetong, dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est lui le premier qui a développé cette idée différenciée, alors qu'auparavant, la Chine était très dans la non-intervention, pas d'ingérence dans les affaires, pas d'alliance. Elle définissait son action internationale en termes négatifs.
Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire non seulement il faut dire qu'on est fort, mais on est hégémonique et on a le droit de le faire, c'est-à-dire ça veut dire on construit un autre ordre international en influant, en modifiant les règles. C'est une idée à laquelle je ne crois pas, malgré les progrès chinois. Alors, loin de moi l'idée de sous-estimer le nombre et le talent des diplomates ou des juristes chinois, par exemple. Ils sont vraiment très nombreux, ils sont très talentueux. Il faut pas, on le voit constamment. Mais tant que vous avez ce régime, dans son fonctionnement, les dirigeants sont tournés vers eux-mêmes, vers le pays, vers le contrôle interne. Ce sont les priorités. Ce qui peut nous apparaître à nous comme, au fond, des concessions ou des compromis tout à fait acceptables ou une évolution, si vous voulez, il en a été question pendant 10 ou 15 ans. Hein. Il en a été question jusqu'à, je dirais, la moitié du mandat de Hu Jintao et de Wen Jiabao. Et puis on a reculé là-dessus, parce qu'en réalité, est-ce que c'est une peur régimaire? Est-ce que c'est une peur géopolitique? Je ne crois pas. Les Chinois savent qu'ils sont forts et qu'ils sont influents, mais il y a une peur régimaire, par contre, qui est là, une inquiétude. Et donc, la nécessité de donner la priorité à son propre système de principes. C'est ce qui, d'ailleurs, atténue la capacité de la Chine en termes de soft power, notamment d'influence culturelle à l'étranger. Je peux, comme tout le monde, entonner le discours des instituts Confucius, de leur présence sur les campus, etc. L'inquiétude, certainement, sur certains aspects, c'est borderline, comme on dit. Mais grosso modo, oui, ça va peut-être faire un peu de chantage pour ne pas parler du Tibet ou des droits de l'homme, mais est-ce que ça va vraiment projeter quelque chose de positif et d'attractif, en ce moment sur la capacité économique, c'est autre chose. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est immense. Et plus vous descendez dans l'échelle de développement, je veux dire, un Parisien aisé et subventionné sera moins vulnérable, il devrait être moins vulnérable qu'un Africain qui voit ce que la Chine a réussi sur le plan développemental. Là, c'est très, très, très fort. Mais on est dans le pragmatisme, on n'est pas dans la construction d'une légitimité. Fondamentalement, je pense que la limite, d'ailleurs, même aujourd'hui, de l'ambition chinoise, c'est qu'il vise à utiliser l'ordre international, à l'instrumentaliser à leur bénéfice, mais à en laisser les responsabilités essentielles à d'autres. C'est le paradoxe complet. C'est ce qui fait d'ailleurs que le débat vis-à-vis des États-Unis est si compliqué en Chine, parce qu'en gros, il y a ceux qui pensent que les États-Unis vont décliner vite et ceux qui pensent que les États-Unis vont décliner lentement. Décliner lentement, c'est vraiment ce qui est à l'avantage de la Chine pour que des fonctions restent assurées. Croyez-vous que la Chine se débrouillerait mieux du Moyen-Orient que les États-Unis? À mon avis, non. Elle a sa doctrine de non-intervention, sa doctrine de soyons sages et discutons, etc., qu'elle applique à tout propos. C'est un conte de Noël. C'est pas le monde réel. Tant qu'elle n'y est pas. De ce point de vue-là, je n'hésite même pas à dire qu'il y a paradoxalement une faiblesse chinoise. Il y a une Chine quasi japonaise, propriétaire absent et en danger. C'est d'ailleurs une des justifications de la projection militaire aujourd'hui. Ce qu'elle accomplit en Afrique en termes économiques et commerciaux est déraisonnable par rapport à la faiblesse de son empreinte. Elle a deux solutions. Soit elle coopère avec d'autres là-dessus, soit elle développe par elle-même. Visiblement, elle n'est pas tellement tentée de coopérer avec d'autres. Donc, c'est pas son code génétique. En fait. C'est pas le code génétique. D'accord. Et donc, je ne crois pas à une légitimité bis. Sur la politique de voisinage, la lecture multipolaire, elle va de soi. Elle est affichée et revendiquée. Ça a été un paradoxe complet que Xi Jinping opère une résurrection du terme multilatéraliste. Quelques mois avant Davos, j'ai rencontré justement le chercheur dont je parlais, Yan Cui-tong, à Singapour, une réunion internationale. Et moi, en bon européen, je fais mon petit speech et je parle du multilatéralisme. Et je le connais bien. Quand je descends et qu'on se parle 10 secondes, il me regarde, il me dit t'es vraiment le dernier à parler de multilatéralisme. Et il était assez autorisé, assez... Xi Jinping a saisi l'occasion et le moment, Trump, si vous voulez, pour prendre un manteau qui venait d'être jeté par terre.
Mais à mon avis, ça ne va pas plus loin. Il y a un bilatéralisme réel et un multilatéralisme de façade. Il n'y a pas deux multilatéralismes, il n'y a pas de multilatéralisme chinois. Sinon, de façon défensive sur la souveraineté, sur ce qu'on ne peut pas faire internationalement, les États étant considérés comme ayant des droits très supérieurs aux individus. Là aussi, il se rapproche d'une logique russe, qui est extrêmement légaliste d'un certain point de vue. Il y a des équipes dirigeantes qui sont en place et c'est avec elles qu'on discute. Et surtout, on discute le moins possible avec l'Union européenne, on est très bilatéral. Alors oui, les Chinois sont plus habiles sur ce plan, ils discutent avec tout le monde. D'accord. Ils discutent avec absolument tout le monde. Mais ils aiment le bilatéralisme. Ils aiment le bilatéralisme. Mais j'ai des souvenirs d'interviewer, de rencontrer et de demander à la personne qui dirigeait à l'époque le département des liaisons internationales du Parti communiste chinois, c'était pas n'importe qui, il revenait d'Afrique, et je lui demande avec qui, quel parti politique vous avez des relations en Afrique, il me regarde et il me dit tous. C'était peut-être pas vrai au sens propre, mais c'était une forme de réponse. Prenez la Syrie, un exemple récent avec ses positions à l'ONU, mais la Chine a engagé, comme elle l'a fait avec l'Afghanistan, des discussions avec des forces d'opposition aussi. Elle sait le faire. Elle l'avait fait au Soudan, à partir du moment où elle a compris qu'il y avait une réalité sur le Soudan, elle a viré. Donc elle a peut-être plus de souplesse de ce point de vue-là, mais aussi beaucoup moins d'usage de la puissance dure. Je pense que l'usage de la puissance dure par les Russes les méduse. La capacité d'un pays dont ils estiment qu'il est absolument en déclin économique de mobiliser des moyens militaires comme ils l'ont fait, je pense que ça impressionne encore localement les Chinois. Ils peuvent toujours se dire oui, on verra dans la durée, mais pour l'instant, ils ne font pas ça. Ils ont leurs premières interventions aussi. Pour moi, je considère que le premier acte d'interventionnisme net, clair, dans la politique internationale, dans la politique intérieure sur le plan international, et c'est lié à ça, c'est visiblement le feu vert donné à la destitution de Mugabe par le chef d'état-major de l'armée qui était en visite la veille en Chine. Et c'est intéressant parce que là, en fait, c'est un vieil allié, vieil ami, ayant expiré sa date de péremption, si vous voulez, qu'ils ont éliminé ou laissé éliminer du champ. Pour moi, c'est la première fois. En Corée du Nord, ils ont complètement échoué. C'est eux qui se sont fait éliminer. D'accord. Il y a un point qui était inattendu peut-être dans votre exposé, c'est que c'est pas inattendu, mais c'est un positionnement qui repose sur votre expérience de la chose chinoise. Vous avez laissé un peu de côté les déterminants sociologiques en disant qu'on est évidemment dans une logique d'État totalitaire, on contrôle à travers des moyens technologiques modernes, etc. Je voulais savoir si on peut envisager, par exemple, qu'il y a un nationalisme très fort en Chine. Peut-on envisager qu'il y a un rapport entre ce nationalisme très fort et la structure par âge de la population chinoise, sachant qu'on a une population qui est vieillissante, par exemple, et peut-être que cette structure par âge conforte en quelque sorte les choix politiques qui sont faits par l'élite dirigeante. C'est une hypothèse. Est-ce que c'est une hypothèse qu'on peut faire ? Alors, sur le point précis, c'est exactement l'inverse. D'accord. C'est-à-dire, vous prenez toutes les manifestations anti-japonaises qui, dès là, avant, avec Xi Jinping, n'aiment pas les manifestations. Donc, il faut dire que les démonstrations publiques radicales qui étaient utilisées dans les années d'avant, il n'y en a pratiquement plus. Mais dans ces manifestations, comme dans les affaires de boycott, il y a eu les affaires de 2008 des Jeux Olympiques, vous ne trouvez pratiquement que des jeunes. Les vieux, soit parce qu'ils peuvent s'exempter de mobilisation, soit parce qu'ils n'y croient pas. Dans le cas du Japon, c'est assez extraordinaire, parce que ceux qui devraient avoir une mémoire, c'est quand même ceux qui sont âgés. Les jeunes sont quand même beaucoup plus loin, mais ça tient au fait que l'éducation a été reprise en main, enrégimentée, et qu'on est passé d'une phase qui était quand même celle d'un axe économique sino-japonais à une phase de retour vers l'hostilité après 88-89 pour des raisons internes à la Chine, pour des raisons, entre autres, de lutte de faction, mais ça s'est transformé en nationalisme. La sociologie, oui, j'ai été très vite et je n'ai pas fait justice de ce point de vue-là, d'abord à plein de gens qu'on connaît, tout simplement, et j'ai envie de dire quand même au pacifisme inébranlable de la population chinoise dans son ensemble. Plus vous descendez dans l'échelle sociale, paradoxalement, plus vous rencontrez des gens qui sont
conscients d'être un peu soit au bas de l'échelle socialement en Chine, soit au bas de l'échelle internationale. On n'est pas ceux qui avons le plus de moyens, mais qui sont extrêmement pacifiques. J'insiste vraiment là-dessus. Il n'y a que les sentiments de vengeance, de mobilisation sur des affaires très précises qui peuvent les faire sortir de leur gond. Mais moi, je ne sens absolument pas, dans cette population chinoise au sens large, une sorte de poussée nationaliste qu'on rencontre au contraire beaucoup dans des classes moyennes, et dans ce qu'on appelle les classes moyennes, qui en réalité sont les classes moyennes supérieures, ou supérieures tout court, en Chine. C'est une inversion. Pas totalement étonnant. Prenez l'époque des années 20 ou 30, les acteurs les plus nationalistes étaient les gens au contact du monde occidental, d'une manière ou d'une autre. À l'époque, c'était un sentiment d'infériorité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de supériorité. Et seulement, c'est clivé. Il y a une immense soupape de sécurité qui sont l'immigration, les voyages à l'étranger, l'éducation à l'étranger, le privilège de ce point de vue-là qui existe et qui fait qu'on peut en gros aller voir ailleurs, mais on ne veut pas complètement voir ailleurs parce que économiquement, ça reste une très bonne proposition d'être propriétaire d'appartement ou détenteur de rente de situation du fait de sa position dans l'économie chinoise. Ça paye mieux que beaucoup de choses auxquelles on peut penser. Donc, en fait, une schizophrénie de ces nouvelles classes, mais du coup, je ne marche pas avec le schéma de la bourgeoisie qui va automatiquement réclamer ses droits, quoi. Oui, c'est une analyse qui a été faite par pas mal de journalistes ces derniers temps qui manifestement ne connaissent pas bien la Chine. Ouais. Manifestement, qui ne connaissent pas bien la Chine. Elle est refaite, cette analyse, je la sens moins, mais je peux me tromper. Elle a été rebalancée à la télévision à quelques reprises récemment. On disait cette classe moyenne chinoise va donc, grosso modo, demander un mode de vie à l'occidental. C'est-à-dire qu'on a plaqué des grilles de lecture très bien de chez nous sur la Chine. Mais matériellement, oui, c'est ça. On va s'éloigner de la politique extérieure, mais je m'excuse, matériellement, il vaut mieux vivre en Chine que dans beaucoup d'endroits. Il faut pas, c'est l'aspect que je n'ai pas développé, mais la capacité de planification du régime, sa capacité sociale, ne serait-ce que sa capacité de construction, si on vend 20 millions de voitures en Chine, près de 2 fois ce qu'on vend dans l'Union européenne, c'est quand même que la Chine a changé. Donc ça équilibre un peu la revendication des droits, si vous voulez, pour l'instant. On verra si la situation se change sur ce plan.